Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance. Je ne sais pas si vous savez, mais certaines relations commencent avec de l'amour, de l'attention, des petits gestes qui font que on se sent bien ensemble. Et puis peu à peu, on se sent contrôlé, jugé, parfois même enfermé. Alors, j'espère que cette séance vous redonnera les clés de votre vie, de votre libération intérieure. Et d'ailleurs, je vous invite à vous installer confortablement, comme vous le souhaitez, et à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre, parce que vous savez, c'est votre inconscient qui va capter les messages cachés dans les histoires, dans les images. Et pendant qu'il fait ça, tranquillement, il peut commencer à régler les différents domaines de votre vie, à aller mettre à jour certains programmes. Oui, des réglages très subtils, naturels, pour vous permettre de retrouver votre liberté intérieure. Vous pourriez peut-être laisser votre conscient imaginer. Imaginez qu'une personne marche dans la vie comme tout le monde, mais cette personne, elle porte un vêtement étrange, très étroit. Au niveau des épaules, on le voit, ça tire un peu. Au niveau de la poitrine, ça serre légèrement. Elle respire différemment. Et dans les bras, les mouvements sont limités. Alors, cette personne s'adapte. Elle bouge un peu moins. Elle évite certains gestes, certains endroits et certaines situations. Parce que ce vêtement gêne. Mais le plus étonnant, c'est que cette personne ne pense même plus à ce vêtement. Parce qu'elle le porte depuis si longtemps, tellement longtemps, qu'elle a fini par croire que c'était normal. Normal d'être un peu serré, normal de ne pas respirer complètement, normal de se retenir, peut-être même normal de faire attention à chaque mouvement. Et parfois, l'inconfort devient si présent qu'il se voit même sur le visage, dans les traits un peu tendus, dans le regard fatigué, éteint, dans cette situation de ne jamais être tout à fait soi-même. Et pourtant, ce n'est pas la personne qui est le problème, c'est simplement le vêtement. Quelqu'un a dit un jour, on ne voit clairement qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et il est possible que l'emprise fonctionne un peu comme ça. Elle est invisible, invisible pour les autres et parfois même pour soi, jusqu'au moment où quelque chose commence à se réveiller à l'intérieur, comme si un jour elle réalise enfin que ce vêtement inconfortable peut s'enlever. Il fallait juste en avoir conscience, conscience que personne n'est obligé de rester dans l'inconfort, qu'on a le droit de se libérer de situations étouffantes, limitantes, qu'on peut être soi, aux commandes de sa vie, et sans culpabiliser. On peut être libre de laisser derrière soi tout ce qui limitait notre cheminement pour accéder à son plein potentiel de vie, de réalisation. Et justement, en parlant de prendre conscience, je me souviens de lui. On l'appelait juste le petit, parce que quand il est né, il faut dire que c'était vrai à tous les sens du terme. Il venait au monde dans un endroit où personne n'est censé naître, une prison. Entre les grilles, les barbelés, les pas lourds des surveillants et le cliquetis des clés, lui, il poussa comme une plante qui ne connaissait que le ciment. Les premières années de sa vie, il ne se posait même pas de questions sur ce qu'il y avait dehors. Les murs, c'était sa normalité. Les portes qui se verrouillent, c'était la routine. Et les règles horaires, presque devenues une berceuse. Et puis tout le monde trouvait ça curieusement pratique. Pas besoin de surveiller un enfant qui n'a nulle part où s'égarer. Arrivé à l'âge de l'école, on lui a quand même dit, tu sais, tu es un enfant libre, toi. C'est parce que ta maman était en prison que tu es né ici. Mais en réalité, toi, tu peux aller à l'extérieur si tu veux. Tu peux aller étudier là-bas. Il y a des bus, des enseignants, et tu rencontreras d'autres enfants. Mais lui, il regardait par la fenêtre et ne voyait qu'un paysage étranger, dérangeant, et si grand pour lui. Alors il a répondu non. Je préfère l'école ici. Il a appris à lire, à écrire, à compter dans la petite salle du rez-de-chaussée. Là, il était entouré de personnes
que d'autres appelaient les détenus, mais lui, il les appelait les grands. D'ailleurs, il adorait leur présence. Eux, ces grands, ils avaient une manière très particulière de protéger ce qui pouvait encore pousser dans cet endroit. Et puis, les années passèrent, il devint adolescent, puis jeune adulte. Un jour, il finit même par décrocher son diplôme. Là aussi, c'était émouvant, une cérémonie entre des murs gris, mais avec des yeux humides et quelques rires maladroits. Il y avait même un gâteau, un peu sec, mais plein de bonne volonté. Et là, le directeur, qui avait toujours veillé sur lui d'un œil discret, lui dit « Tu sais, on t'a toujours dit que tu étais un homme libre. Et maintenant, il te faut partir. On t'a trouvé une entreprise. Il cherchait justement quelqu'un qui avait ton diplôme. Tu sais, ils t'attendent demain. » Et là, ce fut la première fois qu'il comprit que ce que l'on connaît peut être si rassurant que l'on oublie qu'il y a autre chose à l'extérieur. Mais il ne protesta pas. Dans sa tête, les prisons n'étaient pas des choses qu'on discute, ce sont des choses qu'on suit. Alors, à l'extérieur, il trouva une petite chambre, et là, il reproduisit tout. Il se levait à 5 heures, faisait les mêmes exercices, dans le même ordre, dans le même temps. Il mangeait à heure fixe, il cuisinait les mêmes repas que la cantine. Et bien sûr, il éteignait les lumières à la même heure. Même ses objets étaient rangés à 90 degrés, comme si un surveillant invisible venait checker sa cellule. En fait, sa porte n'était plus verrouillée, mais son monde à lui l'était encore. Et lorsque je l'ai rencontré quelques années plus tard, il m'a dit quelque chose qui m'est resté. Il me dit, vous savez, on me disait que j'étais un homme libre. J'étais libre. Mais en réalité, personne ne m'a appris ce que ça voulait dire, être libre. D'ailleurs, c'est quoi, un homme libre? Là, il n'y avait aucune tristesse dans sa voix. C'était une constatation, douce, presque naïve. Parce que c'est vrai, il n'y a pas plus tragique que ces prisons qu'on porte après avoir quitté celles qui étaient matériellement réelles. Alors on a travaillé un petit peu ensemble, pas pour briser les rituels, non, après tout il l'avait protégé, mais plutôt pour lui montrer que on pouvait choisir de se libérer de certaines habitudes, choisir d'installer les nouvelles, adaptées à cette vie qu'il avait là, aujourd'hui. En réalité, on a installé l'idée que peut-être la liberté, c'est de s'autoriser simplement à choisir ce qui nous convient. Et parfois, c'est vrai, on continue de les reproduire longtemps, ces schémas, même après avoir quitté une situation, parce que le corps connaît, il sait, parce que l'esprit aime ce qui est prévisible, et parce que l'inconscient, lui, ne remet à jour que lorsque l'on lui montre qu'il peut faire autrement. Et il est possible que quelque chose en vous commence à se mettre en mouvement, comme si votre inconscient commençait à faire l'inventaire. Ça, c'est utile encore aujourd'hui. Ah, ça, on peut le faire autrement. Et ça, on peut peut-être le laisser derrière avec gratitude. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que lorsqu'on découvre qu'on peut choisir, mais vraiment choisir, on peut se libérer de ce qui fut appris enfant, ou en couple, ou dans cette famille qu'on a créée en espérant faire au mieux. On peut même se libérer de ces comportements adaptés, adoptés, pour être aimé, accepté, ou pour être la version présentable de soi. Quelque part, l'inconscient, lui, sait déjà comment réajuster tout ça, comment garder le précieux, transformer l'utile et relâcher le reste, juste en laissant le corps et l'esprit redécouvrir la liberté. Une micro-décision à la fois. En tout cas, il a carte blanche pour faire toutes les mises à jour de tous vos programmes du moment que c'est bon pour le vous d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre histoire. Oui, dans une chambre d'enfant au pied de son lit, il y avait un grand coffre en bois, un coffre un peu magique, parce que lorsque la lumière s'éteignait, que la porte de la chambre se refermait doucement, les jouets, eux, se réveillaient. Et dans ce coffre vivaient toutes sortes de compagnons. Des dinosaures courageux, une poupée élégante qui aimait organiser des histoires, et puis des petites voitures, rapides comme l'éclair.
des figurines de héros, et puis il y avait aussi ce robot. Oh, pas un robot ordinaire, non, un super robot, capable de se transformer en avion, en tank, en géant de guerrier. Il parlait fort, il brillait beaucoup, puis surtout, il avait toujours un plan. Très vite, c'était lui qui avait commencé à organiser les jeux. Aujourd'hui, disait-il, on joue à la bataille. Alors toi, tu seras le méchant, et puis toi, tu seras avec moi. Toi, t'as pas compris les règles du jeu. Tu perturbes, donc tu resteras là. Au début, les jouets trouvaient ça pratique. Quelqu'un décidait, quelqu'un expliquait, et puis surtout, il semblait savoir tout sur tout. Alors, ils suivaient. Et quand l'un d'eux doutait un peu, le robot commençait tout de suite à lui dire « Non, tu te trompes. Les autres, eux, ils ont compris. » Alors les jouets se regardaient et ils se disaient que le robot devait sûrement avoir raison parce qu'il avait toujours les bons arguments et il était si sûr de lui qu'on ne pouvait qu'écouter. Petit à petit, certains commencèrent même à douter de leur propre idée du jeu. La petite voiture, pourtant très rapide, demandait souvent « Dis robot, c'est bon là, je vais dans la bonne direction ?» Et le dinosaure, lui, pourtant très courageux, demandait « C'est bien comme ça ?» Et quand quelqu'un n'était pas d'accord, là, le robot soupirait. « Tu compliques tout. À cause de toi, le jeu pourrait s'arrêter. » Alors, par peur de gâcher le jeu pour tout le monde, les jouets finissaient presque toujours par se ranger du côté du robot. Presque toujours. Parce que dans le coffre vivait aussi un petit cheval. Un cheval plein de vie. Lui, il avait l'habitude de galoper dans les prairies imaginaires, de choisir ses chemins et de suivre son instinct. Alors quand le robot lui disait « Toi, tu dois rester là », le cheval inclinait la tête avec une douce innocence. « Pourquoi ?» disait-il. Et le robot ne répondait pas. Il était comme agressé par cette gentillesse que le petit cheval dégageait naturellement. Quand le robot déclarait « C'est moi qui décide du jeu », le cheval répondait simplement « C'est dommage, moi je croyais que jouer, c'était pour tout le monde. » Et ça agaçait beaucoup le robot, qu'on remette en question ses décisions. Alors peu à peu, il décida de dire aux autres jouets. Le cheval, lui, il est un peu bizarre, un peu spécial. Vous n'avez pas remarqué ? D'ailleurs, il ne comprend pas très bien comment on vit en société, comment on vit ensemble. Et puis, il n'est pas bon non plus pour suivre les règles. Moi, je trouve qu'il est spécial, celui-là. Et comme le robot parlait avec beaucoup d'assurance, eh bien, les jouets commencèrent à le croire et tous se sont détournés du petit cheval. Un soir, il annonça « Pour que le jeu se passe bien, le cheval va rester dans un ranch. J'ai décidé de lui mettre un petit ranch installé dans un coin du coffre, juste à côté de mon poste. » Oui, parce que le robot voulait quand même garder un œil sur lui. Oui, il avait besoin d'un cheval dans ses histoires. Un cheval comme celui-ci, c'était valorisant. Il était vraiment très beau. Mais juste, il fallait qu'il comprenne, qu'il obéisse. Et ce petit cheval-là était beaucoup trop libre. Alors le ranch resta fermé. Et de temps en temps, le robot rappelait aux autres jouets « Vous voyez, depuis que le cheval n'est plus dans le jeu, c'est quand même beaucoup plus agréable. » Et les jouets, eux, hochaient la tête. Ils validaient, sans vraiment savoir pourquoi. Ils étaient du côté du robot, puisqu'il était le plus persuasif, et puis peut-être simplement ils voulaient que le jeu continue. Et un soir, quelque chose changea. Dans son petit ranch, le cheval, lui, regardait les autres jouer. Toujours la même bataille, toujours les mêmes rôles, toujours les mêmes ordres. Soudain, il en eut assez. Alors, il fit simplement ce qu'il savait faire depuis toujours. Il se mit à galoper, pas pour fuir, ni pour désobéir, mais juste pour s'évader dans un monde imaginaire. D'ailleurs, il aimait sentir ce vent imaginaire dans sa crinière, et ses sabots frappaient doucement le sol du coffre. Toc, toc, toc. Et le bruit léger, mais résonnait partout. La petite voiture l'entendit. Elle leva les phares. « Oh, c'est drôle, dit-elle. Quand je l'entends courir, j'ai envie de rouler moi aussi. » Le dinosaure, lui, remua la queue. « Moi aussi.
j'ai envie de le rejoindre. Et la poupée, elle, observa le cheval. Il galopait, tout seul, mais il avait l'air tellement heureux. Alors elle murmura: vous savez, il n'a pas l'air si perdu, ni si spécial, ni bizarre, hein. Les jouets commencèrent à le regarder autrement, et pour la première fois, une petite question apparut dans leurs pensées. Et si le robot exagérait un peu? Est-ce qu'il n'aurait pas pu déformer la vérité? Le robot, lui, fronça ses capteurs. Arrêtez ça. Et puis toi, arrête de galoper. Tu déranges le jeu et tu perturbes tout le monde. Mais le cheval avait décidé de continuer de galoper, d'être libre. Il avait décidé de reprendre sa vie comme il le souhaitait, de se libérer de l'emprise du robot, définitivement. De toute façon, c'était jamais suffisant pour lui. Alors pourquoi tenter de lui convenir? Et dans le coffre, les autres jouets comprirent tout doucement quelque chose. Quand quelqu'un parle très fort, et très souvent, en argumentant toujours, sans laisser d'autre choix que sa vision à lui, eh bien on pouvait finir par croire qu'il avait forcément raison. Mais quand une petite voix à l'intérieur de soi murmure autre chose, on doute de cette petite voix jusqu'à ce moment-là où un seul jouet sème le doute, la possibilité que l'autre se trompe, manipule les pensées ou simplement faire des autres ses alibis, isoler celui qui dérange, tout en gardant un œil sur lui, bien sûr. Alors à ce moment-là précis, chacun peut se souvenir qu'il savait très bien penser, décider et vivre heureux avant qu'on leur fasse croire le contraire. Et il est possible que vous aussi, vous ayez parfois douté de vous, de vos valeurs, de vos standards, de votre légitimité, juste parce qu'une personne a su vous déstabiliser. Parfois, l'autre a juste besoin d'être rassuré, rassuré qu'il est fort et qu'il mérite d'être respecté, aimé. Alors il cherche à valider sa propre valeur en imposant ses visions personnelles aux autres, vision du couple, de la bonne conduite. Et il est possible qu'une personne bienveillante et respectueuse puisse se retrouver face à ce genre de personnalité, jusqu'à en perdre ses propres valeurs. Parce que elle n'est pas faible, non. Mais par contre, elle est dans le cœur, parce qu'elle est à l'écoute des besoins de l'autre et pleine de compassion. Donc, elle cherche à apporter du bien-être à l'autre, à le réconforter, le rassurer, et parfois jusqu'à l'épuisement. Ce qui est certain, c'est que votre inconscient, lui, a déjà identifié les automatismes, et il a commencé à réajuster, il a commencé à œuvrer dans tous vos programmes pour vous libérer de toutes sortes d'emprises et vous permettre de retrouver votre discernement, votre légitimité, d'être vous, tel que vous le souhaitez. Il va faire tous les réglages nécessaires pour permettre à votre plein potentiel de s'exprimer librement, d'être votre meilleure version, celle qui sait, celle qui est épanouie, et ce, dans tous les domaines de votre vie. Et cela me fait penser à ce jeune matelot. D'ailleurs, depuis qu'il était enfant, il aimait les bateaux. Il passait des heures dans les ports, fasciné par les coques immenses, les cordages qui grinçaient doucement au vent, et surtout par les machines, les moteurs, les pistons, les mécanismes compliqués qui faisaient avancer ces géants d'acier sur l'océan. Très tôt, il avait compris les machines. Il écoutait un moteur comme d'autres écoutent une histoire. Et il savait tout de suite ce qui n'allait pas. Il a appris, il a travaillé, et petit à petit, sa réputation a grandi. Dans les ports, on disait souvent, si lui ne trouve pas la panne, personne d'autre ne pourra la trouver. Et un jour, l'occasion arriva. Un immense navire cherchait quelqu'un pour veiller sur ses machines. Un de ces bateaux qui traversent les océans pendant des semaines. Celui dont il rêvait depuis qu'il était enfant. Quand il annonça la nouvelle à sa famille, ils furent si fiers. On parla de voyage, d'horizons lointains, du courage aussi qu'il fallait pour vivre sur la mer. Et le jour où il monta à bord, il sentit qu'il réalisait enfin son rêve, qu'il allait enfin prendre sa place dans le monde.
Les premiers temps furent magnifiques. Le vent sur le pont et la mer à perte de vue. La salle des machines pleine de chaleur, de vie. Et lui, au milieu de tout cela, faisait ce qu'il aimait, comprendre, réparer, maintenir ce grand navire en mouvement. Et très vite, l'équipage remarqua son talent. Quand une panne apparaissait, on disait tout de suite « appelez-le ». Et presque toujours, il trouvait la solution. Mais quelqu'un observait tout cela d'un autre regard, le commandant. Personne ne savait vraiment pourquoi. Peut-être parce qu'il se sentait menacé, ou peut-être parce que certaines personnes vivent mal la lumière des autres, ou peut-être simplement parce qu'il portait en lui des tempêtes que personne ne connaissait ni ne voyait. Toujours est-il que peu à peu, il devint dur avec ce jeune matelot. Ses remarques étaient sèches, ses exigences plus lourdes qu'avec les autres, parfois même injustes. Et ce qui troublait le plus le matelot, c'était la contradiction. Parce que le commandant savait très bien qu'il avait besoin de lui. Sans lui, certaines réparations n'auraient jamais été faites. Sans lui, le navire aurait parfois eu du mal à poursuivre sa route. Alors il l'appelait quand il fallait réparer, mais ensuite, il le rabaissait. On lui donnait encore plus de travail, jour après jour, semaine après semaine, et le jeune matelot, lui, commença à changer. Lui qui aimait tant descendre dans la salle des machines, y allait maintenant avec une boule dans le ventre. Lui qui adorait sentir la mer, passait de plus en plus de temps enfermé dans les profondeurs du navire. Parfois, tard le soir, il montait seul sur le pont, et il regardait l'horizon. Là, il pensait à sa famille, à la fierté dans leurs yeux qui l'avaient pu percevoir lorsqu'il était parti, et à leurs mots. Quel commandant extraordinaire, quel grand navire, quelle chance tu as de réaliser ton rêve. Et s'il savait, oui, d'une certaine manière, personne ne pouvait deviner, parce que dans les ports, le commandant était très respecté, il était admiré. On parlait de son expérience, de son autorité, de sa réputation, de son savoir. Personne n'aurait imaginé ce que le jeune matelot vivait à bord. Alors une autre pensée lui venait en tête. S'il quittait ce bateau, qui le comprendrait? Comment expliquer qu'un rêve d'enfant puisse devenir un endroit où on se sent petit, fatigué, éteint? Comment dire que l'homme, que tout le monde admire et trouve génial, peut parfois être si dur dans l'ombre? Et cette pensée faisait naître une autre culpabilité, celle de décevoir sa famille, décevoir ceux qui avaient cru en lui. Alors il restait, il continuait, jusqu'au jour où, au cœur d'une réparation difficile, il s'arrêta. Les pistons montaient, descendaient avec régularité, et dans ce bruit familier, il entendit quelque chose qu'il avait presque oublié, sa propre passion. Car malgré tout, il savait toujours faire ce qu'il faisait, et il comprit alors une chose importante. Le commandant pouvait diriger le navire, il pouvait donner des ordres, mais il ne pouvait pas décider de la valeur du matelot. Non, cette valeur-là, elle existait bien avant ce bateau. Elle existera d'ailleurs après. Et il comprit aussi autre chose. Ce n'est pas toujours facile de quitter un navire, surtout quand, au port, tout le monde pense que c'est le plus beau bateau du monde. Mais un marin apprend avec le temps qu'un voyage ne se termine pas quand les autres le décident. Il se termine quand son propre cœur reconnaît enfin le port où il peut respirer, exister pleinement. Et ce jour-là, le matelot saurait quoi faire. Parce qu'un homme qui connaît sa valeur et qui retrouve sa propre boussole intérieure finira toujours par trouver le rivage où sa lumière pourra briller de nouveau. Et je ne sais pas quel réglage votre inconscient pourrait faire pour vous permettre à vous aussi de reprendre les commandes de votre navire, de trouver votre propre boussole intérieure et de réveiller cette force que vous avez dans votre cœur pour reprendre votre vie et la diriger là où vous le souhaitez, pour que votre lumière puisse briller sans parasitage. Ce que je sais, c'est qu'il a carte blanche pour faire tous les réglages dans tous les domaines de votre vie.
Et j'aimerais vous parler d'une maison, ou plutôt d'un gîte. Ce gîte était sur le chemin de Compostelle et il avait une drôle de réputation. Tout le monde disait qu'à l'intérieur de ce gîte, c'était toujours sombre, que les lampes ne fonctionnaient pas. Alors personne ne s'y arrêtait. Et c'est vrai, il y avait une lampe, elle était magnifique d'ailleurs. Mais comme cette lampe doutait d'elle-même, elle pensait toujours si je m'allume, tout le monde verra mes fissures, mes cassures. Et bien sûr, ces fissures racontaient ses blessures, les critiques qu'elle avait reçues, les rejets, les humiliations, toutes ces fois où elle avait osé montrer son cœur, s'ouvrir, éclairer, et toutes ces fois où du coup, elle en avait souffert. Elle avait parfois été trahie, cassée. Alors, elle avait appris à rester éteinte, pensant qu'on dirait d'elle qu'une lampe aussi fissurée ne peut de toute façon pas éclairer convenablement. Et puis, il faut dire que dans l'ombre, eh bien, personne ne la voyait. Alors elle se disait qu'au moins, là, elle était en sécurité, protégée. Mais ceci dit, dans l'ombre, elle n'aidait personne. Son rôle d'éclaireur était réduit à néant. D'ailleurs, plus le temps passait, plus elle se sentait inutile, tiraillée entre sa mission d'apporter la lumière et ce sentiment d'être illégitime de cette lumière à cause de ses blessures. Et voilà qu'un soir, un voyageur décida d'aller dans ce gîte, d'entrer dans la maison sombre. Il connaissait sa réputation, bien sûr, mais il était si épuisé qu'il n'avait pas le courage d'atteindre le gîte suivant. Alors, il décida d'y entrer, et bien sûr sans lumière. Il ne vit pas la marche, il trébucha, se blessa et il atterrit à plat ventre dans la cuisine. Là, il chercha un peu de lumière, mais en vain. Alors, par compassion, la lampe osa briller. Oui, son cœur était grand, il était plein d'amour, et voir ce voyageur en détresse, là, lui en avait fait oublier sa prudence et ses peurs. Et à sa grande surprise, l'homme ne regardait pas ses fissures, absolument pas. Il regardait sa lumière, parce que ces fissures laissaient passer les rayons de lumière d'une manière tout à fait unique. C'était magnifique, inimaginable et inimitable. Alors elle comprit que ses blessures ne l'empêchaient absolument pas d'éclairer. Au contraire, c'était elle qui rendait sa lumière si spéciale, si particulière, parce que les rayons de lumière passaient à travers ses fissures. Et comme c'était unique, eh bien cette lumière était spéciale. Et il est possible que vous aussi, parfois vous vous soyez senti jugé, critiqué, ou simplement est-ce vous qui avez cet auto-sabotage. Mais la magie des séances d'hypnose comme celle-ci, c'est qu'elle donne carte blanche à votre inconscient pour aller faire tous les réglages qui vont vous permettre d'accueillir, d'apaiser les émotions qui en ont besoin, et puis permettre aussi à votre inconscient de nuancer toutes vos croyances et d'ouvrir de nouvelles possibilités. Par exemple, pourquoi ne pas se sentir légitime, justement grâce à vos blessures? Oui, elles vous permettent de briller, d'éclairer, grâce aux expériences et aux enseignements que vous avez acquis. Et bien sûr, cet enseignement, ces acquisitions, c'est unique. Et donc, cela permet simplement d'éclairer ceux qui cherchent cette lumière-là. En tout cas, je sais que votre inconscient va faire tous les réglages dans tous les domaines pour que vous puissiez être la meilleure version de vous et que vous retrouviez votre légitimité d'être qui vous êtes dans votre identité personnelle. Et j'aimerais continuer avec une drôle d'histoire. Cet homme se promenait un jour près d'un campement où vivaient plusieurs éléphants. Ces animaux étaient immenses, puissants, capables de déraciner un arbre ou de déplacer des charges incroyables. Mais quelque chose attira son attention. Les éléphants étaient simplement attachés à un piquet planté dans le sol avec une corde assez fine. Pas de chaîne, pas de cage, juste une corde. L'homme resta perplexe et il demanda au dresseur: comment est-ce possible que ces animaux restent là? Avec leur force, ils pourraient arracher ce piquet en une seconde? Alors le dresseur sourit et il lui répond: quand ils étaient petits,
nous utilisions exactement la même corde et le même piquet. Et à cet âge-là, ils n'avaient pas encore la force de se libérer. Ils ont essayé, encore et encore, ils ont tiré, ils ont résisté. Mais la corde tenait. Alors un jour, ils ont fini par croire qu'il était impossible de partir. Et maintenant qu'ils sont devenus immenses, qu'ils ont la force de briser ce piquet sans effort, de tirer sur cette corde, eh bien, ils ne tirent même plus. Parce qu'au fond d'eux, ils pensent encore que la corde est plus forte qu'eux. Et cette histoire parle souvent de quelque chose que beaucoup de personnes ont vécu. Parfois dans la vie, certaines expériences, certaines paroles, certaines relations nous apprennent à croire que nous ne pouvons pas, que ce n'est pas possible, que c'est trop difficile. Alors on cesse d'essayer, pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on a appris autrefois que tirer ne servait à rien. Et pendant un certain temps, on a continué à vivre, à grandir. Et c'est vrai, les personnes changent. Et en grandissant, elles deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus conscientes, plus libres. Et un jour, il suffit d'une seule chose, se souvenir que la corde qui semblait si solide autrefois n'est peut-être plus qu'un simple fil pour l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Et que la force nécessaire pour avancer est déjà là, en nous. Et maintenant, imaginez un instant que vous vous retrouvez à bord d'un bateau. La mer est calme, l'air est doux, c'est si agréable. Et quelqu'un s'approche de vous avec un léger sourire. Il vous tend une casquette de capitaine et un petit sifflet. Et puis il dit simplement « Ce bateau est le vôtre. C'est à vous de choisir la direction. » Alors vous posez vos mains sur la barre. Et là, vous pouvez sentir quelque chose de particulier, cette sensation simple et profonde d'être enfin aux commandes de votre propre vie. Vous allez là où vous voulez, choisir ce qui est juste pour vous, tracer la route selon votre boussole intérieure. Et peut-être que la chose la plus précieuse dans tout cela, c'est de sentir que cette capacité a toujours été là. Elle attendait simplement que vous repreniez la barre. En tout cas, votre inconscient, lui, va faire les ajustements nécessaires pour votre bien-être. Il va permettre de mettre à jour tous vos programmes qui en auront besoin, de nuancer vos croyances. Il va accueillir et apaiser toutes les émotions qui le demandent. Et je ne sais pas si vous savez qu'il va même réparer tout ce qu'il y a à réparer, y compris les liens relationnels. Il va même continuer à œuvrer pendant les nuits qui arrivent et pendant les jours. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez réunir toutes les parties de vous, parties conscientes, inconscientes, ici, maintenant, au moment présent, et vous pourrez réouvrir les yeux quand vous le voudrez. En réalité, c'est vous qui décidez. Et je vous souhaite une belle réalisation, pleine, libre et épanouie. Vous savez, parfois dans la vie, on traverse différentes histoires, comme l'histoire de ce garçon et de sa prison, ou de ce matelot qui redécouvre sa valeur, ou encore de cet éléphant qui réalise que la corde n'a plus de pouvoir. En fait, chaque histoire rappelle simplement une chose, votre pouvoir personnel, la force de redevenir soi, grâce à votre capacité de résilience, grâce à votre cœur bienveillant. Vous pouvez reprendre confiance en votre valeur, votre droit d'exister selon vos standards personnels. Oui, vous êtes légitime d'incarner pleinement la personne que vous souhaitez être. Peut-être qu'il est possible que vous réalisiez que la valeur d'une personne ne se définit pas dans le regard des autres, mais qu'elle est définie par la puissance personnelle de son propre cœur. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et si cette séance vous a fait du bien, n'hésitez pas à la partager à des personnes qui pourraient, elles aussi, y trouver un certain confort. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire ou un simple j'aime. Pourquoi pas écrire aussi « Je reprends les commandes de ma vie ». D'ailleurs, je vous invite à la réécouter autant de fois que vous le souhaitez.
Belle continuation à chacun.